Salut à tous, c'est Mathieu Loubière et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast de GMK. Aujourd'hui, c'est un épisode particulier. Comme les deux éditions précédentes, je vous propose de suivre mon parcours au sein des 10e journées francophones de la kinésithérapie, organisées par la Société française de physiothérapie, qui se sont tenues du 2 au 5 avril à Montpellier. Au cours de ces 2 journées, je me suis baladé avec mon micro et j'ai interrogé les personnes pour savoir pourquoi elles venaient là. Vous aurez ainsi des témoignages de kinésithérapeutes, d'exposants, d'étudiants qui vous donneront peut-être envie de nous rejoindre pour la prochaine édition. Comme d'habitude, tu sais que ce podcast ne pourrait exister sans toi. Il faut absolument que tu m'aides en likant, partageant, en faisant tout ce qu'il faut pour que l'algorithme reconnaisse que ce podcast est merveilleux. Il te sera rendu grâce et sur ces bonnes paroles, je te souhaite une très belle écoute. Salut à tous, c'est Mathieu Loubière pour le podcast de GMK pour un nouvel épisode un petit peu particulier. Comme il y a 2 ans, je vais vous faire vivre de l'intérieur un congrès de kinésithérapie qui se passe cette année à Montpellier au Quorum. Donc, il s'agit des journées francophones de la kinésithérapie dans lesquelles vous allez retrouver à peu près 1500 participants. On retrouve également de mémoire 400 intervenants, pas mal d'exposants, donc ça va être un chouette moment. Et l'idée ici, c'est comme les dernières fois, de vous faire découvrir ça de l'intérieur et peut-être pourquoi pas vous donner envie d'y aller plus tard. Voilà, c'est parti. Putain, on n'a pas eu la phrase en entier, vas-y refais-la. Qu'est-ce que tu fais? J'aime bien traîner aux endroits où c'est intéressant. Ouais, c'est sale. T'as pas maigri toi? Si, un peu, je Putain, t'as grave maigri, qu'est-ce que tu fais? Je cours, je m'entraîne. Tu cours toi? Ouais, fit. Bon. Qu'est-ce que vous venez faire pendant le congrès là? Moi, je viens de montrer que je suis simplement le mec le plus fort actuellement dans le musculo-squelettique en France. Okay. Qui est capable de se lever dès 7h du matin putain, pour aller. Ah, mais j'avais pas vu tes chevilles, excuse-moi. Non, c'est vrai que c'est là où t'as maigri en fait. Ouais, je suis t'aider sur. Je suis spécialiste de la rééducation des chevilles enflées. D'accord, c'est ce que je vois. Et puis aussi des gens qui ont le boulard, un petit peu, ouais. La grosse. Et toi, Geoffrey, qu'est-ce que t'es venu faire là? Eh ben, te voir, justement, t'écouter, parce que je te vois tellement sur les réseaux que je voulais te voir en vrai quand même. Ouais, ma mère qui est dit là. Ouais, c'est con, c'est la première fois que je parle pas, tu vois. Ah ouais, j'ai bien aimé la SMR d'ailleurs. Ouais, moi aussi, ouais. Ok, non, on vient se renseigner un petit peu sur ce qui se fait, quoi. Exactement. Et, très bien. Et Prendre le pouls de la population, de la profession. Prendre le pouls de la profession. C'est magnifique. C'est ça. Bon, allez, bravo. Ça parlait de quoi ton intervention? C'était bien ou c'est... Oui, c'était passionnant. Hein. Super, merci beaucoup. Ça parlait de quoi? Ça parlait du renforcement musculaire, l'importance du renforcement musculaire pour la prévention des troubles musculo-squelettiques. Chez tout le monde ou chez une population particulière? Chez tout le monde, c'est multifactoriel, hein, ouais. Les TMS, hein. Mais quelque chose qui revient, c'est quand même le renforcement musculaire. C'est pas les étirements, c'est pas l'échauffement. Tu vas pas parler de tes patients polyhandicapés et tout ça? Ah, ça donne des exemples quand même, parce que souvent les gens ils disent non, moi je peux pas, je suis trop fragile. Puis quand je leur dis je travaille avec des enfants myopathes, amyotrophie spinale, paralysés cérébraux, ils le font. Ah bon, on peut peut-être le faire, bah oui. Donc la clé c'est le renfort. Ouais. Qu'est-ce que tu as trouvé de super pendant ce congrès pour l'instant? Écoute, moi ce que je préfère dans le congrès c'est revoir les gens en présentiel et puis discuter avec eux parce que on discute beaucoup avec les gens par l'intermédiaire des réseaux sociaux, par l'intermédiaire des visios, puis en fait revoir des gens, prendre le temps de discuter durant les pauses autour d'un café, c'est vraiment cool. Qu'est-ce que tu me réponds? Des rencontres avec des professionnels intéressés et des discussions où on prend le temps. Je dirais ça. Plus le temps qu'en formation continue par exemple? Plus le temps qu'en formation continue c'est pas pareil, non. On prend plus le temps en formation continue parce qu'on est vraiment là que pour ça. Mais là, on peut se laisser happer par des sujets beaucoup plus divers qu'en formation continue où ça concerne une chose souvent. Ok. Et toi, c'est... Bon, pareil, le réseautage, hyper important. Et puis, je pense que c'est le bon moment de le faire. Et après, c'est venir voir plein de chercheurs super intéressants sur plein de thématiques super intéressantes. Parce que ça ouvre un peu les yeux sur le monde de la kiné aussi actuel et comment elle évolue, quoi. Je pense qu'il y a de grosses facettes en congrès où l'accès là-dessus, ça c'est pas mal.
Après, il faudrait qu'on soit plus à venir. Je sais pas combien on est là, mais. C'est de 3000, à peu près 3000 Ah participants. là, on est 3000. Ouais. Je pensais qu'on était 1500 là-bas. Non. Moi, je plane. Ah, mais c'est pour ça que j'arrivais pas à aller au café ce matin, en fait. D'accord, ok, 3000 personnes. Déjà à Rennes en 2022, il y avait un peu plus de 2000 participants. Et là, je pense qu'ils ont atteint les 3000. Super. Bon, merci à vous. Avec plaisir. Donc j'ai avec moi le plus grand spécialiste de Belgique. Attends, C'est le plus grand spécialiste de Belgique sur la course à pied. Il a un truc vraiment important à nous dire. Il faut courir. Quand vous avez de l'arthrose, il faut courir, c'est le meilleur médicament. Et ça risque pas de me faire mal justement si j'ai de l'arthrose de genou, tout ça? Bah non, justement, parce que la course à pied n'est pas dangereuse pour la course à pied. Quand tu as de l'arthrose, quand tu n'as pas d'arthrose et que tu cours, tu as moins de risque d'avoir de l'arthrose. Quand tu as de l'arthrose et que tu cours, tu as moins de symptômes que si tu avais de l'arthrose. Quand tu as de l'arthrose et que tu cours, tu as moins de chances de te faire opérer suite aux symptômes de l'arthrose. Et ça augmente la qualité de vie d'être actif physiquement, de faire de la musculation et donc de la course à pied. Est-ce qu'on peut, si je sais pas courir, je peux démarrer n'importe comment Bah, pas n'importe comment justement, mais comme même si tu n'avais pas d'arthrose, tu commencerais pas n'importe comment, sinon il y a un haut risque de blessure. Donc ce que tu ferais, c'est que tu commencerais de manière progressive, tu t'entourerais de gens pour essayer d'avoir des feedbacks, de pouvoir avoir des questions. Quand tu as quelque chose vers qui te tourner vers quelque chose, en sachant que Dr Google est souvent pas très pertinent. Donc entoure-toi de gens qui peuvent te donner des conseils pertinents. Et surtout, cours en groupe parce que c'est toujours plus chouette d'être avec des gens. C'est pas plus compliqué que ça. Ouais, c'est aussi simple que ça. J'ai avec moi le spécialiste de la douleur du groupe de 3 avec qui on est. Qu'est-ce que tu as appris depuis ce matin? Alors, bonjour. Ce matin, j'ai appris plusieurs choses. Donc, par exemple, j'ai appris qu'on avait une fenêtre anabolique. On va dire qu'il faut que les enfants, les adolescents surtout, fassent vraiment de la musculation. Parce que en fait, sinon, on peut rattraper le fait qu'ils n'aient pas gagné en force au cours de l'adolescence. Par contre, tout ce qui est squelette, ça ne sera pas rattrapable. Discal aussi, non? Il n'y a pas d'histoire avec les cellules discales aussi? Oui, bah, alors du coup, ça n'a pas été abordé ce matin, mais je l'ai appris avant ça. Ah, ok. Les cellules notochordales et tout ça. Parce que moi, je le savais sur le disque, mais les os, je sais pas. Ouais, donc voilà, donc apparemment, il y a un retard qui ne peut pas être rattrapé. C'est pour ça que dans les recommandations, donc en plus des 1 heure par jour d'activité modérée à intense qui sont recommandées chaque jour dans l'OMS, il y a 3 fois par semaine qui est recommandé d'exercice de musculation. Finalement, les sacs lourds, c'était une bonne idée. Les sacs lourds, c'était une très bonne idée. Bah oui. Chargez vos enfants. Ouais, c'est ça. Et du coup, j'ai appris des choses sur le sommeil. Alors du coup, il y a beaucoup de choses que j'avais déjà en information, mais un truc sympa, j'ai appris que la sieste, c'était efficace pour mitiger les effets du manque de sommeil. Et donc une sieste d'une demi-heure qui permet de récupérer un petit peu ça permet de récupérer 10 minutes de sommeil lent profond. Du coup, faire une sieste de 1h30, ça permet de récupérer 40 minutes. Donc finalement, c'est pas si bête que ça de faire des siestes au cours de la journée. Donc évidemment, dans les conseils de TCC, thérapie cognitive comportementale vers samedi, on recommande d'utiliser la sieste de manière avisée, c'est-à-dire que c'est pas interdit. Mais il ne faut pas non plus que ça vienne empêcher d'avoir une bonne nuit de sommeil. Merci beaucoup. L'idée c'est quoi? C'est de dire quoi? Alors, tu poses une question. je vais te poser une question. L'année dernière, j'étais avec un grand philosophe autour d'un boboon et on avait discuté de la place de la spécialisation versus la spécificité. Oh. Et je me retourne avec lui aujourd'hui et j'aimerais bien lui poser une question hyper pertinente. Qu'est-ce que tu as appris ce matin? Ah, excellent. Non mais là, merci beaucoup. Je vais C'était... Non, faut que tu me poses une autre question, je vais te décevoir parce que ce matin j'avais une présentation avec Massamba à 8h et après je suis parti travailler pour ma deuxième présentation, donc pour l'instant je reviens. Alors une autre question. Une autre question. Je me suis laissé entendre dire qu'il fallait que nos patients fragiles soient surprotéinés. Qu'en est-il vraiment? Alors la question en fait elle est très subtile et la limite, en fait il faut jouer avec une limite qui est que le patient fragile égale gériatrie, égale vieillissement, égale j'essaye d'optimiser les paramètres vieillissement. Et le problème, c'est qu'il faut savoir que l'alimentation en protéines active la voie mTOR, ce qui nous arrange puisque c'est la voie anabolique, ça permet de synthétiser du tissu. Mais le problème, c'est que la voie métabolique mTOR contrecarre les processus d'autophagie. Et en fait, il se trouve que l'autophagie est le processus à maximiser le plus pour avoir une longévité importante. Donc là, ce que j'essaie de proposer comme réflexion, mais c'est personnel, il n'y a pas de littérature dessus, c'est si vous avez un patient fragile, réellement fragile, en sarcopénie, etc. Là, on ne cherche pas à optimiser les 20 prochaines années qu'il y a devant lui.
on sursupplémente en protéines et la littérature elle est très claire là-dessus, elle dit c'est au moins 1,2 g par kilo de poids de corps jusqu'à 1,8 g par kilo de poids de corps, voire même, voilà, on y va au maximum. En revanche, si vous avez 60 ans, 65 ans, que vous cherchez à vivre en bonne santé, alors il faut respecter des périodes de jeûne, voire on va dire sous-calories, voire jeûne, pour activer ces processus d'autophagie qui va être en gros un nettoyage cellulaire, un recyclage cellulaire qui va favoriser le bien vieillir sur des durées importantes. Les 20 prochaines années, 30 prochaines années, ça se prévoit à cet âge-là. Et jeûne, tu parles de jeûne intermittent, jeûne prolongé? Je parle de jeûne intermittent parce que ouais, voilà, on est sur du 18 à 20, 24 heures maximum. Parce qu'après, le problème, c'est qu'il y a trop de catabolisme musculaire. Une fois semaine, une fois toutes les 2 semaines? Si on est sur du... En fait, alors, l'idéal, ça serait d'alterner des périodes de jeûne et des périodes où on a une alimentation normale. Essayer de respecter tous les jours un jeûne minimal autour de la nuit de 10 à 12 heures. Et après, 2 fois par semaine, un jeûne de 18 heures, c'est très très bien. C'est toujours très intéressant. 2 fois par semaine, un jeûne de 18 heures? 2 fois par semaine, un jeûne de 18 heures. Et le jeûne... Alors, j'en reviens de ça, hein. Le jeûne de 16 heures tous les jours n'est plus recommandé parce qu'il va avoir tendance à diminuer le métabolisme de base et c'est pas intéressant. Donc sauter le repas du matin tous les jours, c'est plus vraiment recommandé. On préfère avoir une variation entre des périodes où on va avoir une bonne synthèse et d'autres périodes où on va activer l'autophagie. Et alors quid du jeûne glucidique? Alors le jeûne glucidique ou voire pour aller encore plus loin, on peut parler du régime cétogénique en fait, hein, le régime cétogène. Va être très intéressant, lui, pour tout ce qui va être insulinorésistance. Donc lui, vraiment, c'est important parce que l'insulinorésistance est un des marqueurs du vieillissement. Il faut regarder les articles Hallmarks of Aging qui sont sortis là en 2018-2023. On a des super articles sur Hallmarks of Aging. Ils disent que la résistance à l'insuline est un des processus majeurs dans le vieillissement. Et du coup, tous les régimes cétogéniques vont être très intéressants pour diminuer la résistance à l'insuline. Maintenant, ils n'activent pas l'autophagie. Donc c'est pourquoi pas un peu de période de 3-4 jours en cétogénique. Pourquoi pas après, il faut quand même avoir de l'autophagie avec une restriction calorique, voire un jeûne intermittent. Et avoir des phases d'anabolisme. Un autre truc qui est très important, on en parlait ce matin avec Massamba dans la conférence, c'est il faut manger les jours où je jeûne. Il faut faire du sport. C'est très important d'avoir une stimulation mécanique sur l'organe musculaire les jours où je suis en sous-calorie parce que ça va activer la synthèse protéique. C'est-à-dire que la synthèse protéique, je peux l'activer soit par l'alimentation, voilà, 20 grammes de protéines activent la synthèse protéique, soit par la contrainte mécanique sur le tissu musculaire. Et donc, c'est très important que les jours où je suis en jeûne, je mette une contrainte mécanique sur mon système musculaire. Et à l'inverse, les jours où je mange, où je mange normalement, je peux me permettre, au contraire, comme j'active la synthèse par ailleurs, je peux me permettre d'avoir pas forcément une stimulation mécanique ce jour-là. On n'est pas obligé de les réutiliser après. Donc lever très tôt le matin, c'est ce matin que tu t'es levé à 4 heures? Ouais. Et ça va? Non. Okay. On a bouffé un burger ce midi. Ah, c'était pas une bonne idée là. Donc, qu'est-ce que tu as appris de ce matin qui t'a paru étonnant? Alors ce matin, je suis allé voir le petit table ronde sur... Tu sais même plus. Merci le burger. Non, l'idée... tu vois, tu sais quoi là, j'ai un grand trou. Ouais, c'est ce que je vois. C'était bien? Attends, c'était super bien. Est-ce que c'était très intéressant? T'en as retenu quoi? C'était pas sur l'éthique? Non. Alors, ça parlait indirectement d'éthique. C'était quand peut-on arrêter les soins? Ah oui, avec Victor, c'est ça? Ouais, il y avait Victor qui faisait la modération. Et du coup, on les arrête quand? Alors, chacun avait son opinion. Il y avait Clémentine qui était là, qui a parlé à la neuro. On a parlé de trucs très classiques comme les objectifs SMART, mais c'est vrai que je pense que c'est quand même la base et que c'est pas systématiquement fait. Je pense même, moi, quand je vois les stagiaires au cabinet, que c'est même jamais fait un objectif SMART. Donc on a reparlé de ça et après ça dépend beaucoup et c'est là que la complexité arrive, c'est que si on bosse en sous-doté ou surdoté, on n'a pas forcément le même rapport avec l'arrêt des soins.
Et donc c'était intéressant de voir que finalement chacun en bossant en gériatrie ou en neuro ou dans le sport avait finalement une application différente de la chose. Et ce qui m'a manqué moi beaucoup par contre, c'est qu'on a beaucoup parlé, on a été centré sur le patient, sur quand est-ce qu'on arrête par rapport au patient, mais on n'a pas parlé du tout de quand est-ce qu'on arrête par rapport en fait au ressenti du thérapeute. Parce qu'il arrive parfois qu'on a des patients sur le planning qui nous pèsent, on ne sait plus quoi en faire. Et je pense que avoir ce côté, à un moment donné, aussi tenir compte du ressenti du thérapeute pour éviter qu'à un moment donné lui-même déborde, ça a rapporté un petit plus. Voilà, mais j'ai trouvé ça en tout cas assez intéressant. C'est ce qu'il y a maintenant, quand refuser les soins. Là, c'est quand refuser les soins. Ouais. Et là, c'est quand arrêter les soins. Ah oui, mais oui, pour enchaîner avec cet autre. Bonne transition. Bonne transition. Donc là, aujourd'hui, au JFK, je vais parler de la rééducation des rhumatismes inflammatoires en 2025. Donc, bien sûr, on va aborder les dernières recommandations sur ce qu'on doit faire aujourd'hui et en quoi c'est quand même très différent de la prise en charge musculo-squelettique non inflammatoire. Et ça sera le premier point. Donc, c'est quoi? C'est parafango et TENS en gros? Exactement, beaucoup de TENS, beaucoup de chaude, beaucoup de froid, voilà, et beaucoup de séances de groupe. Ouais. Non, alors en plus c'est faux puisque la spondylarthrite c'est un des exemples où les séances de groupe sont montrées comme autant voire plus efficaces. Parce qu'on est sur du chronique, on est sur du long terme, et l'aspect motivant est hyper important. Non, en vrai, le deuxième point très important, c'est le rôle du kinésithérapeute est central pour dépister en avance de phase des rhumatismes inflammatoires. Aujourd'hui, il y a une errance thérapeutique de 8 ans et demi pour les spondylarthrites, entre le moment où tu as les premiers symptômes et le moment où on pose le diagnostic. Et entre-temps, les patients ils vont voir les kinés. Les kinés, ils vont voir les kinés pour des indications de lombalgie. Sauf que quand tu connais les signes, ça devient évident en fait. Et donc le kiné peut orienter beaucoup plus rapidement les patients vers leur médecin généraliste ou des rhumatologues. Et donc la prise en charge moderne, j'imagine, c'est on les réexpose à la charge, enfin un peu comme on fait avec les pathologies un peu chroniques, activité physique. Alors les choses qui changent, c'est que on n'a pas de modification de symptômes en une séance. Oui. C'est quelque chose on n'a pas vraiment de bonne réponse, voire même l'activité physique va empirer dans un premier temps. Il faut vraiment garder en tête la durée du traitement et quel objectif tu vises. Est-ce que tu vises à diminuer l'activité de la maladie? Est-ce que tu vises à assouplir, etc. Et c'est quoi la temporalité que tu te donnes pour voir si ça marche ou si ça marche pas? Donc c'est un temps long. C'est un temps très long et il faut garder son phare dans la tempête solidement et de ne pas se décourager si le patient empire au début. Merci Thomas. Ce que j'ai appris, la fraîche comme ça, il explorait plusieurs champs aussi, pas que des aspects kinésithérapie, mais aussi de l'aspect plutôt médical, avec des choses qu'il peut faire dans différents pays et que nous on ne peut pas faire en France, à la fois sur les infiltrations et sur les lavages calciques au niveau des tendinopathies calcifiantes. Donc ça je ne connaissais pas, donc c'est chouette. Après au niveau de la rééducation, il a plutôt résumé l'inclusion de pathologies d'épaule en lien avec la coiffe, juste par rapport à j'ai un arco douloureux, j'ai une pathologie en lien avec la coiffe de rotateur et j'ai un Hawkins-Kennedy qui est négatif, je n'ai pas une pathologie d'épaule en lien avec la coiffe de rotateur. Okay. Et j'ai trouvé ça vachement simpliste mais cool. Et en disant et en répétant encore et encore pendant 1 heure, allez checker les cervicales dans chaque douleur d'épaule. Ok, merci beaucoup. Je me suis tapé ma meilleure sieste. Je me suis réveillé, ça applaudissait, donc je sais pas comment on prévient une blessure. peut-être en faisant rien. C'est ça, donc la prévention des blessures, c'est pas trop ton truc là pour l'instant. Ça aurait pu le devenir, j'avais d'autres priorités à ce moment-là. Et sinon ce matin, il y a eu des choses intéressantes. Ce matin, il y avait de l'IA, il y avait de l'IA sur la recherche. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, on a fait un atelier de renforcement pour la prévention des troubles musculo-squelettiques et la présence de kiné au service de soins d'urgence au Québec. C'était intéressant. Ouais. C'est cool. Intéressant de voir d'autres modes d'exercice. Ouais. Vous avez vu d'autres choses qui vous étiez ensemble ou... Pas toujours. Ouais, si, hier on était ensemble et moi après j'ai fait les revues de littérature Cochrane. Ok, donc beaucoup plus. C'était de la méthodologie de recherche ou Ouais, c'est ça, c'était plus méthode de recherche. Ouais. Analyse pratique. Ouais, exactement. En anglais. Ah, mais du bien aussi. Ouais. Et toi Antoine, t'as vu des trucs qui t'ont plu? Ce matin, il y avait la compte sur l'algorithme décisionnel dans le cas des douleurs radiculaires. Ça je voulais voir ça. Présenté avec la méthode McKenzie.
Ah oui, j'ai vu les photos. Notamment, j'ai bien aimé comment discriminer une douleur radiculaire qui allait s'aggraver d'une douleur radiculaire qui allait bien réagir, donc la réactive ou la non réactive. Et après, du coup, en discriminant ça, tu peux adresser un traitement anti-inflammatoire plus rapidement et peut-être, le cas échéant, un traitement chirurgical plus rapidement aussi, parce qu'il y avait ces étapes-là au préalable avant la chirurgie. Du coup, c'était pas mal d'avoir ces questions-là. C'est assez récent, c'est 2020, là. On est sur un peu de phénotypage, quoi. Exactement. Ouais, je crois que ça revient, c'est pas mal. Beaucoup, hein. Tu vois, ce matin, il y avait aussi François Demeule qui nous parlait des nouvelles recommandations qu'il a sorties dans le JOSPT. Enfin, c'est tout récent. Oui. C'est les recos sur la tendinopathie de l'épaule. Je crois que c'est 2000, c'est cette année, c'est tout récent. Et il ne parle pas de phénotypage, il parle juste, il faut faire des exercices, il faut faire du contrôle moteur, machin. Et je me dis, ça serait quand même bien qu'il y ait un petit peu de... un truc, un papier qui appuie la classification des patients qui ont des douleurs liées à la courbe des rotateurs, ce serait pas mal. Parce que je crois que ça n'existe pas. Il y a la thèse de Cadogan qui en parle, mais c'est vrai que des papiers qui l'utilisent de façon complètement problématique. Comme quoi, il y a encore du boulot. Eh ouais. Alors, débat de base, c'était présenté par notre école. Donc, c'est une volonté de l'école, nous, de l'IFMK, de participer aux journées. Parce qu'on n'est pas forcément sensibilisé à ça à l'extérieur. On n'a pas forcément le regard non plus, nous, de l'extérieur, de trouver les informations par rapport à ça, vu qu'on n'est pas de base de la kiné. Donc, du coup, quand on est étudiant, c'est difficile aussi de s'informer, de rechercher, de regarder dans quoi on doit chercher. Donc, du coup, là, ce sont plutôt les professeurs et la direction qui nous ont orientés vers ça. Et après, c'est un moyen de partage, de découverte aujourd'hui. Et c'est hyper important parce qu'après, quand on va s'installer et quand on va se professionnaliser, on est dans le parcours, on va se poser un peu toutes ces questions. Et donc c'est bien d'avoir un peu le regard aussi un peu antérieur par rapport à tout ça. Et d'avoir aussi un peu l'avis de tout le monde, de tous les professionnels qui sont autour. Et tu penses que vous êtes combien à venir au congrès Là, on est toute notre promo. Ah ouais. Ouais, toute notre promo. Je suis en 3e année, 3e matinée. M1 alors. C'est ça. Ouais. Ok, super. Bravo, félicitations. Merci. Tout me va. Ça va être flouté. Qu'est-ce que vous venez faire dans le coin? Qu'est-ce que tu viens faire dans le coin? Moi, je suis venu récupérer des autocollants Objectif Performance, du coup. Mais je connais pas. Et j'ai été pris dans l'action. C'est un truc orange là, avec un espèce de triangle. Vas-y, putain, qui voulait le. Mec, placement de produit à mort. Ça, ok, Objectif Performance, et à part ça. Je suis venu écouter quand même la majorité des interventions sur le rachis parce que forcément c'est quelque chose. Tu connais pas trop en fait. Voilà, j'ai envie d'être meilleur là-dessus. Donc voilà. Super. Et toi? Moi je suis venu voir les copains. Je sais que d'ailleurs je suis venu vendre mon podcast. Non aussi. D'ailleurs je cherche des sponsors si jamais. Okay. Mais non, je suis venu voir les collègues qui présentent et bon, j'essaie de venir à chaque fois. Parce qu'à chaque fois j'apprends de nouvelles choses. Et là en plus j'ai pas mal de copains qui présentent, donc ouais, je suis venu voir ce qu'ils présentaient. Alors moi j'ai une question par rapport à ce que tu as dit. Parce que moi qui connais un petit peu les épaules, j'ai décidé de ne plus aller voir les conférences sur l'épaule parce que je suis toujours déçu. Enfin je suis toujours déçu. On remercie tous les intervenants. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que par exemple sur une demi-heure... Clémence bien aimé. Sur une demi-heure, en fait, j'ai l'impression que y a 2-3 minutes qui vont m'intéresser, puis après ce sont de la redite. Est-ce que tu n'as pas ce sentiment-là aussi? En fait, ça dépend ce que tu vas voir. Ah, mais il a plus d'humilité que moi, en fait. C'est ça, en fait, c'est ça le secret, l'humilité. C'est l'effet de Danny Kruger, c'est l'effet de Danny Kruger. Toi, tu commences à remonter, tu consommes, tu sais. Non, excuse-moi, je t'ai coupé. Ça dépend ce que tu vas voir. En vrai, quand tu vas écouter des mecs comme JP de Neuville, je pense qu'il y a encore des choses à apprendre. Après, c'est sûr que si tu vas voir le truc pour monsieur et madame tout le monde, là, non, oui, c'est sûr que tu vas pas apprendre grand-chose. Et ce qui est normal, et heureusement. Tout va bien. Ça va? Ouais. C'est quoi la différence entre les kinés suisses, enfin les physios suisses et les kinés français? Pas les mêmes compétences dans les lieux d'exercice. À l'hôpital, par exemple, on a des compétences beaucoup plus développées en RESP déjà de fait. Et puis sinon, après, je ne saurais pas trop dire, c'est à peu près pareil. Ouais. On est plus tranquille. La vie est à un rythme différent, la qualité de vie est vraiment différente aussi. Il y a encore beaucoup de place pour la réflexion de la qualité de travail, la qualité humaine. Bon, il y a les crises à l'hôpital, etc. Mais il y a encore... un peu de latitude. Ouais, c'est ça. Et comment ça se passe à Dole?
Dol, je sais pas, Qui est plus souvent À 3, ça se passe très bien. On est en fin de première journée, tu vas être la dernière personne que je vais interroger. Qu'est-ce que tu as pensé de cette journée et qu'est-ce que tu vas chercher en congrès? J'étais venu rencontrer Mathieu Loubière. Ok, merci, allez, bonne soirée. Écoute, je savais pas trop à quoi m'attendre et j'étais agréablement surpris déjà de l'audience. Il y a beaucoup de monde, de la passion en fait sur ce métier et voir à quel point ça évolue vite, que certains concepts changent et que je suis très content que ça se démocratise et au-delà des sphères des profs et des addicts de la formation. Je suis d'accord avec toi sur le nombre. Moi, c'est la première fois que je vois autant de monde au JFK. Alors peut-être que, mais ouais, je ne sais pas si c'est le record de fréquentation, mais il y a beaucoup de monde. Donc, ça fait plaisir. C'est Montpellier peut-être aussi. Ouais, peut-être. Merci à toi. Je me rappelle. Où ça? C'était non, il y a 4 ans. C'était il y a 2 ans. Ouais, peut-être. Ouais. Peut-être, je me souviens plus. Donc, qu'est-ce que tu as vu d'intéressant aujourd'hui? J'ai vu ce qui m'a le plus plu, c'est Guillaume Deville sur la pratique réflexive. Merci beaucoup. On a réfléchi à comment être empathique. Pas évident ça. C'est pas évident. C'est un mot qui m'a inconnu moi. L'empathie. Ouais. Faut que ça tape. Alors comment on fait pour être empathique alors? On essaye de prendre le temps d'écouter et voilà. Est-ce que tu penses qu'écouter le podcast de SGMK ça rend plus empathique comme on prend le temps de l'écouter? Ça peut, ça dépend des intervenants qui viennent. Si tu écoutes les gars de Physio Restart, je pense que t'es pas trop vers l'empathie, mais... Ouais, après c'est un cas exceptionnel, ils sont un peu hors sol. Ça fait longtemps que j'ai pas écouté... Il y a eu dernièrement, j'ai écouté Physio Restart. Il y a eu un podcast sur une méditation guidée quantique et philosophique. C'est vrai? Ouais. J'ai pas suivi. Il faudra que t'écoutes. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous dans 2 semaines pour la suite du podcast.